Le dépistage demeure le seul moyen pour prévenir mieux, pour lutter contre la survenue de ces cancers. On en parle dans ces journaux. Également au sommaire, lancement des travaux d'asphaltage de plusieurs avenues de la cité Manika Kolosi, un projet de grande envergure qui vise la transformation totale de cette cité dont les routes étaient jadis dans un état piteux. Environ 2,6 km seront asphaltés. Les détails à suivre dans ces journaux. Voilà tout pour les titres encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition de 13h30. Je l'ai dit en titre, les experts de la santé, médecins, professeurs et autres se sont retrouvés en matinée d'information sur les cancers du sein tenue à l'Institut national des recherches biomédicales. Objectif, sensibiliser la population sur les facteurs de risque et les moyens de prévention contre ces fléaux. On fait le point avec Nicole Sesep-Loka. Cette journée d'information sur les cancers du sein tenue à l'Institut national des recherches biomédicales INRB s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale des cancers du sein qui vise à outiller davantage les femmes sur les voies et moyens pour lutter contre cette pathologie d'une part et d'autre part de faire des participants des ambassadeurs pour sensibiliser la population sur ces fléaux qui touchent souvent les femmes. Professeur Dr Gertrude Louyeye a d'abord rappelé le rôle que joue les seins, notamment la nutrition pour les enfants qui doit être soignée de manière à éviter le cancer. Elle a énuméré quelques facteurs de risque, notamment le facteur endogène, par exemple la ménopause tardive, l'allaitement de 6 mois, la mauvaise hygiène de vie sont entre autres les facteurs de risque. Le cancer de sein existe bel et bien. D'autant plus que le cancer de sein atteint, on sait en majorité les femmes, mais même les hommes sont également concernés par cette maladie. Et donc, comme on n'en connaît pas les causes, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et c'est la sensibilisation qui est notre moyen le plus efficace, dire à la population que le cancer de sein est bel et bien dans nos murs et que nous avons absolument le moyen de nous prévenir de cela. Mais aussi, lorsque la maladie est déjà arrivée, n'est pas paniquer. On a actuellement assez de moyens de traitement de cancer et des gens peuvent guérissent du cancer de sein. Questions-réponses ont marqué l'instant pour pouvoir mieux appréhender l'importance des seins chez la femme. Cette journée rendue possible par l'Église Nouvelle Apostolat Authentique en collaboration avec Cortex Santé des médecins qui luttent sur les maladies infectieuses. Structure avec le lancement des travaux d'asphaltage de plusieurs avenues de la cité Manika Kolosi. Nous sommes dans les lois là-bas. Au total, 2,6 km de routes seront asphaltées. Ces réalisations rentrent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Travaux lancés par le maire de Kolosi, maître Jacques Massengo. C'est un reportage de la RTNC Loi là-bas. Une première dans son histoire. La cité Manika se modernise et connaît une métamorphose sans précédent grâce à l'action déterminée du premier citoyen de la ville. Samedi 19 octobre 2024, le maire de Kolosi, maître Jacques Massengo Kindele, lance officiellement les travaux d'asphaltage des 2,6 km de avenues d'Ikouloué, Ouamba, Kongolo, foyer social, Kilachi, de Rail, à partir de l'avenue Maniema. L'autorité la plus accessible à ses administrés a été escorté jusqu'à la finisseuse où il a donné le go. Cette cité qui était jadis dans un état de délabrement de route se dote des infrastructures modernes répondant aux aspirations de ses habitants. Sur l'avenue Maniema, c'est une couche d'asphalte d'une épaisseur de 6 cm posée par l'entreprise Cermac en charge de travaux afin d'assurer la longévité de cet ouvrage. Pour la fluidité des activités commerciales, toutes les autres avenues secondaires précitées seront également asphaltées. Nous sommes dans la ligne droite de la vision du chef de l'État. Il était temps que la population de la cité puisse bénéficier aussi des bienfaits, des retombées de la redevance minière que la ville de Kolosi perçoit. Nous saluons aussi l'encadrement que nous bénéficions au niveau de la province de la part de son Excellence Madame Fifi Masuka Saini. Des réalisations qui renforcent la confiance accrue entre la gouvernance orthodoxe du premier citoyen de la ville de Kolosi et sa chère population, réaffirmant son engagement pour l'aboutissement heureux de ce vaste projet.
On reste dans les lois là-bas, plus précisément dans la commune de Dilala pour vous faire voir l'avancement des travaux de construction de nouveaux bâtiments administratifs. Les maçons s'activent pour que l'ouvrage soit remis dans les délais. Plus de détails avec Ricardo Bambeka. Financé sur fonds propres de la commune de Dilala et exécuté par une entreprise de la place, les travaux de construction des nouveaux bâtiments R+2 avec une salle polyvalente évoluent normalement. Après la pose de la première pierre, il y a paix par la patronne de l'exécutif communal de Dilala, Françoise Mangouji. Sur le site, les ouvriers entament déjà la deuxième étape, comme l'indique le chef de chantier. Nous sommes au niveau de l'élévation. Nous avions commencé par la première étape qui était notre fondation. Nous avançons un peu vite, vu la situation et la saison où nous sommes. Là, nous sommes en train de faire le portique, c'est-à-dire la structure en béton, en armée. Et puis nous allons compléter avec les murs de remplissage de la maçonnerie. Après cette étape, nous allons passer directement au niveau du plancher. En même temps, nous allons rouler les poutres où sera reposé notre plancher. Après ça, c'est alors qu'on va passer au niveau supérieur. Le slogan « Le peuple est d'abord » vaut son pesant d'or dans cette municipalité chère à Françoise Mangouji qui matérialise ici la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimée en province par la gouverneure du Lolaba, Fifi Masuka Saini. Ces nouveaux bâtiments modernes répondant aux standards internationaux vient résoudre un problème qui s'est posé avec acuité et permettra aux agents et cadres de cette administration publique de l'État affectés à la commune de Dilala d'Evreux dans de meilleures conditions. Pendant ce temps, le maire de Kikwit, lui, a inspecté les travaux d'assainissement de la ville de Kikwit, question de lutter contre les érosions dans cette partie du territoire national. Déterminé à revêtir la ville de Kikwit de sa plus belle robe datant, le maire de la ville a lancé une campagne d'assainissement afin d'atteindre ses objectifs. Le premier citoyen de Kikwit, Abengiama, a effectué une descente en ville basse, question de se rendre compte de l'avancement des travaux d'assainissement du port. Je suis personnellement descendu sur terrain pour me rendre compte du déroulement de travaux d'assainissement du port qui était devenu très sale. J'ai ainsi chargé la société chinoise avec le fonds propre de la mairie pour se mettre à l'œuvre. Nous demandons ainsi aux ressortissants de la ville de Kikwit, au président Vital Kamerhe et aux autres personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Les habitants de la ville de Kikwit se disent très satisfaits de la détermination et de la volonté politique du maire. Par rapport au maire de la ville, Kota. Ça c'est la première fois que la maire de la ville a la Mambakoy. Après le port de Kikwit, les maires de la ville se rendus au pont Puilou où se déroulent les travaux de construction du grand caniveau qui, hormis le pont, a sauvé quelques maisons de la grande érosion sur la nationale numéro 1. Le logo de Bosso, on a félicité le maire de la ville. On m'a dit que la télémie, n'a sa boîte, n'a sa propre. Cette tournée a eu pour point de chute Kikwit 2, où le maire a remis à la jeunesse devant la notabilité quelques matériels d'assainissement pour lutter contre les érosions qui menacent les trafics entre Kanzombi et Kikwit 2. En Ituri, les travaux de modernisation de l'aéroport national de Morongo dans la ville de Bunia évoluent à pas de géant. C'est en fait pour permettre l'atterrissage des gros porteurs sur cette piste et booster l'économie de cette province sous état de siège. On écoute plutôt le commandant de l'aéroport national de Bunia, Paul Bunangana. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bunia évoluent bien. Sur tous les 4 lots, les constructeurs évoluent concomitamment avec tous les travaux, c'est-à-dire l'agrandissement de la piste, l'agrandissement et renforcement du tarmac ou aire de stationnement, la construction de la nouvelle aérogare et aussi la construction de bâtiments administratifs techniques, la tour de contrôle ainsi que la caserne à Tiesandi. L'ancienne dimension c'était de 1850 mètres de longueur avec une largeur de 30 mètres. L'actuelle piste va passer de 1850 mètres à 2500 mètres et de 30 mètres à 45 mètres de largeur. L'aéroport va recevoir maintenant les porteurs. Donc l'aéroport deviendra d'une grande taille. L'agrandissement de la piste de tarmac est dimensionné de la taille d'un avion de Airbus A320. Le tarmac sera d'abord renforcé, agrandi, c'est-à-dire fera le double de la taille actuelle de 14 000 mètres carrés.
Du côté de l'aérogare, effectivement, on est maintenant au niveau de finissage de la fondation. La taille sera de 4410 mètres carrés. Les bâtiments administratifs et les bâtiments techniques sont aussi presque quasiment finis. La tour de contrôle, on a fini avec la fondation. Bien sûr, on attend les matériaux métalliques. Sachez aussi que certains habitants de la ville de Bunia se sont exprimés sur la prorogation de l'état de siège en Ituri. Je vous prie d'écouter leurs avis à travers ces reportages des Junior Selemani. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri se félicite de la calmie volatile qui règne actuellement en territoire du Roumu. Ceci grâce à l'implication des leaders communautaires de la région ainsi que les efforts de l'administration militaire de l'Ituri. Toutefois, l'honorable Sami Djakonga attend voir le groupe armé qui insécurise les populations de territoire de Mahagi, Djougou et Mombasa être traqués par les forces armées. Toutefois, il y a lieu de saluer le retour de la paix remarquable dans les territoires du Roumu grâce à l'implication effective et sincère des leaders communautaires avec l'accompagnement du gouvernement provincial, plus particulièrement l'engagement patriotique de l'administrateur militaire du territoire du Roumu. Malgré cette accalmie, les efforts restent énormes pour la neutralisation totale des ADF MTN dans la partie sud-ouest de ce territoire pour espérer une situation sécuritaire plus améliorée. Par ailleurs, le speaker de l'organe délibérant de l'Ituri réaffirme l'engagement de son institution d'accompagner les victimes de crimes commis en Ituri à la Cour pénale internationale. Nous allons continuer à faire les plaidoyers pour que la CPI puisse aussi réouvrir, ça sera pour la deuxième fois que la CPI sera en train d'agir ici en province de l'Ituri, pour que les responsables des crimes soient une fois de plus punis. Signalons que, de sa prise de fonction, le président de la première institution de la province de l'Ituri avait inscrit la sécurité parmi les piliers de ses priorités. Les consultations initiées dernièrement avec les forces vives autour de la pacification de l'Ituri est une preuve éloquente. On reste en province pour parler de l'ouverture le week-end dernier à Bouende dans la province de la Chuapa de la session d'échange sur les leçons apprises du processus électoral 2023 avec les parties prenantes, notamment les femmes et les personnes vivant avec handicap. Des précisions de nos confrères de la RTNC Chuapa. Cette session d'échange libre et constructif a réuni dans un premier temps 100 jeunes de toutes les couches confondues des Bouendé dans la salle Kokoli. Elle a pour but de recueillir les expériences des groupes marginalisés, en l'occurrence les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap, concernant les processus électoraux et de discuter des leçons apprises afin d'améliorer les futures réflexions électorales. D'après le directeur pays adjoint de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES RDC, M. Rino Kamidi, les groupes marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et des personnes vivant avec handicap, continuent de faire face aux obstacles pour leur participation électorale inclusive. Cet atelier connaît la participation de la secrétaire exécutive provinciale de l'ACENI Chuapa, Mme Clarisse Bongola, et la facilitation de Mme Boua Mariam, consultante de AIFES, sans citer la société civile. Lorsque viendra le moment des réformes électorales, il sera important que ceux qui n'ont pas la possibilité d'être autour de la table se fassent quand même entendre. Le président du conseil provincial de la jeunesse Chuapa, César Bafé, salue cet atelier, un antidote contre la manipulation des jeunes lors des élections. Nous estimons qu'avec la présence comme l'implication de la jeunesse dans cet atelier, ça aura un impact parce qu'ils vont répercuter cette information auprès de leurs bases respectives. Nous pouvons nous attendre quand même à l'amélioration de certaines choses. Après les jeunes, AIFES va organiser les mêmes assises en faveur des femmes, des peuples autochtones, ainsi que des personnes vivant avec handicap à Bouende. Autre chose, le gouverneur du Kasaï, Maître Mukendi Boukassa, lui, a procédé au lancement des travaux en rapport avec le dialogue fiscal 2024, et ce, grâce à l'appui technique et financier du projet Encore. Franklin Claire Kalombo nous en dit un peu plus.
Ce premier forum sur le dialogue fiscal 2024 entre les ministres provinciaux, l'administration fiscale provinciale, les services d'assiette, les entités territoriales décentralisées, la société civile et les opérateurs économiques vise à diagnostiquer les pourquoi des faibles recettes dans la province et réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour obtenir des solutions durables à ces problèmes. Bowenga Efonge, coordonnateur provincial du projet Encore, donne ici les objectifs de ces assises de 7 jours. L'objectif général poursuivi est de contribuer à l'amélioration du recouvrement des recettes internes de la province du Kasaï à travers un cadre permanent de concertation qui est un dispositif de perception consensuelle. Maître Kespe Mukendi Boukassa, gouverneur de province, qui a lancé personnellement ces échanges, a émis le vœu de voir la participation active et courageuse de chaque partie prenante. J'ose espérer que le cadre de concertation permanent existant sera revisité de fond en comble pour consolider la bonne collaboration entre la direction générale de l'ONCF du Kasaï, le service d'assiette, les entités territoriales décentralisées et la société civile, ainsi que la Fédération de l'entreprise du Congo et les autres organisations patronales pour les intérêts majeurs de la province du Kasaï. Signalons que ce cadre permet à créer un climat de confiance entre les gouvernements provinciaux, les services d'assiette, la DGRCAS, les opérateurs économiques et la société civile. Et Franklin et Claire Kalombo nous apprend également que les élèves des écoles primaires Kambaji et Lupambu, déplacés internes du phénomène Kamouinansampou, ont bénéficié des fournitures scolaires, dont de la Fondation Kadima qui accompagne la gratuité de l'enseignement primaire prônée par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires. Accompagner la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est dans ce cadre que s'inscrit ces gestes de bonne volonté que vient de poser ces jours la Fondation Kadima à l'endroit des élèves de l'école primaire Kamabanji et Lupambu situés dans la commune de Kanzala, précisément au quartier Sami 2, qui bénéficient des fournitures scolaires composées de cahiers et stylos à billes afin d'aider ces élèves de bien étudier, car la plupart d'entre eux sont de placés internes victimes du phénomène de triste mémoire dit Kamouinansampou. Motif de satisfaction et grande joie de la part des élèves et enseignants qui, en des termes clairs, expriment leur sentiment de joie à l'endroit de la Fondation Kadima. Nous remercions la Fondation Kadima pour les gestes qu'on a fait. On a distribué les cahiers pour nos enfants de notre école. Vraiment, nous sommes contents et contents. Ils ont eu de bonnes choses, les cahiers, les kits scolaires. Je tiens à les informer qu'ils ne nous oublient pas. À une prochaine occasion, de telles occasions comme ça, ils s'en souviennent chaque jour de nous. Ces heureux bénéficiaires ont demandé par la même occasion à la Fondation Kadima de revenir encore car les besoins en fournitures scolaires et autres se fait encore sentir dans ces deux écoles. La Direction générale des migrations du Sud Kivu a des nouveaux OPJ. Ils ont prêté serment devant l'officier judiciaire le 16 octobre dernier. On fait le point avec nos confrères de la RTNC Sud Kivu. 54 officiers de police judiciaire à compétence générale de la Direction générale des migrations de GEM ont prêté serment mercredi le 16 octobre lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle auditorium à la Botte. Ces OPJ, venant de plusieurs postes frontaliers et aéroportières et portières, ont prêté serment devant l'officier du ministère public, à savoir le procureur Basile Moulumba, qui en personne a présidé la cérémonie. Dans ce mot des circonstances, le procureur de la République a appelé les assermentés à s'investir pour rechercher les infractions liées à leur domaine, comme le demande la loi. Une idée renchérie par le directeur provincial de la DGM, M. Jacques Ikila Ikwa. Celui-ci a également démenti l'information circulant dans les réseaux sociaux selon laquelle ces assermentés sont venus des différents partis politiques. Il a ensuite prodigué des conseils aux nouveaux agents afin qu'ils exécutent comme il faut leur mission. L'officier de migration, revêtu d'au moins du grade d'inspecteur adjoint, est officier de police judiciaire
à compétence générale sur toute l'étendue du territoire national. L'officier du ministère public a seul le monopole de l'initiative de l'action pénale. Les membres du Conseil de sécurité en province, c'est des services membres de l'ordre opérationnel et des membres des familles assermentées ont été présents à la manifestation. Politique, la fédération de l'UDPS au Katanga a échangé avec sa base sur la révision constitutionnelle. Pour l'honorable Kabwe Mwamba Michel, l'actuelle constitution freine le développement du pays. Images et commentaires. L'esplanade du bureau de la section Kimouchi de l'UDPS Lubumbashi 3 n'a pas su contenir le louchois venus à masse pour écouter les messages de l'honorable Aleka Bongo, élu local de la commune annexe. Épris du soif de la révisitation de la constitution en vigueur, tous les louchois venus à cette matinée politique ont exprimé les écrits, témoignant de leur volonté. Aleka Bongo, élu local de la commune annexe, a saisi de l'opportunité pour lancer officiellement la campagne de la collecte des signatures afin de saisir le Parlement congolais pour la révisitation de certaines dispositions constitutionnelles. Tout celui qui aime notre pays et notre président doit soutenir cette démarche, c'est-à-dire s'engager dans la sensibilisation pour récolter 100 000 signatures à déposer au Parlement pour la révisitation de certaines dispositions de la Constitution. Le dossier du secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba était également passé au peigne fin. Aleka Bongo, élu local de la commune annexe dans la ville de Lubumbashi, a invité les combattants